Bonjour chers étudiants, ravi de vous dispenser un nouveau cours donnant suite à ce que nous avons vu lors de notre dernière séance qui s'articulait autour de l'acte de commerce que nous avons succinctement regorgé en acte de commerce par nature, par accessoire, par la forme et mixte. Et pour reprendre justement notre fil d'idées, là où nous sommes arrêtés, j'aimerais préciser qu'à travers la lecture de l'article 6 du Code de commerce que je défile à nouveau devant vous, a pris le soin de définir qu'est-ce qu'on entend par commerçant. Et en effet, nous pouvons tirer deux éléments révélateurs conditionnant l'exercice de l'activité de commerce, à savoir, de 1, les actes de commerce doivent être accomplis à titre de profession, c'est-à-dire qu'il faut que ces actes fassent l'objet d'une profession sérieuse et continue, de façon à produire des bénéfices et à permettre de subvenir aux besoins de l'existence. Et de 2, il faut que ces actes soient accomplis habituellement, c'est-à-dire ils doivent être répétés, et c'est ce qui forme d'ailleurs le trait caractéristique de l'habitude, qui se définit par un élément matériel qui suppose une répétition régulière dans le temps. Alors, à cet élément matériel qualificatif de l'habitude s'ajoute un élément intentionnel qui consiste en la réalisation du bénéfice et repose par ricochet sur l'idée de spéculation, voire de profit. Et là, après avoir développé l'ensemble des actes de commerce au fil de nos 2 séances, je vais m'atteler à ce moment à vous initier au statut du commerçant. Et ce, à travers le principe qui gouverne l'esprit entrepreneurial, qui veut que la liberté du commerce et de l'industrie dépend du choix de chaque personne souhaitant exercer une activité commerciale. Ce principe trouve écho dans la liberté d'entreprendre, qui se veut un principe constitutionnel garanti par la Constitution. Alors toutefois, ce principe connaît des tempéraments exprimés par des limites, voire des empêchements à l'exercice du commerce. Notons tout d'abord les limites relatives à la personne du commerçant. Ces personnes, rappelons-le, sont dépourvues de la capacité de jouissance. Et ces personnes peuvent être soit des majeurs incapables, et l'on désigne par majeur incapable le prodigue qui dépense avec excès et dilapide son argent, et le faible d'esprit qui gère mal ses affaires et qui se retrouve finalement lésé. Alors, pour ce qui est des mineurs, il constitue le deuxième type d'incapable, à moins que le mineur soit émancipé à l'âge de 16 ans, comme l'indique le Code de la famille. Et à ce moment-là, il ne peut dûment acquérir la qualité de commerçant qu'après s'être inscrit au registre du commerce. Et là, j'ouvre une petite brèche pour rappeler que la femme mariée autrefois était frappée d'une incapacité, c'est-à-dire elle ne pouvait pas exercer le commerce qu'après aval et autorisation de son mari. Et le Code de commerce en vigueur a corrigé cette anomalie et il permet à cette femme souhaitant exercer le commerce bien sûr, d'exercer l'activité commerciale sans pour autant avoir cette autorisation exigée autrefois par le mari.
Alors pour ce qui est des incompatibilités, il y a lieu de préciser que l'esprit spéculatif peut ne pas s'accommoder avec certaines professions et fonctions telles que les officiers ministériels, les professions libérales, les parlementaires. Et là, en cas d'incompatibilité de ces personnes sont passibles tout bonnement de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Pour ce qui est des déchéances ou des interdictions, il convient de signaler que la loi frappe d'une incapacité générale les condamnés pour crime à une peine d'emprisonnement sans sursis ou au moins à une peine d'emprisonnement de 3 mois sans sursis pour cette fois-ci vol, escroquerie ou abus de confiance. Alors, en outre, lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire a mis à jour des fautes ou a relevé des fautes graves de gestion, le tribunal peut prononcer à cet égard une interdiction de gérer une entreprise commerciale, sauf que cette interdiction ne peut être prononcée qu'à titre temporaire. Alors, ceci dit, et toujours dans le cadre du statut du commerçant, nous allons nous focaliser à présent sur les obligations et les droits du commerçant. Et là, je vous invite, avant d'aborder ces axes, je vous invite à garder à l'esprit ou à raisonner personne morale, aussi bien personne morale que personne physique. Donc, ayez toujours ce réflexe en la matière. Alors, par rapport aux obligations qui incombent aux commerçants, nous en dégageons une panoplie, à savoir de prime abord, son immatriculation au registre du commerce, qui passe nécessairement par une définition du registre de commerce qui est un répertoire officiel faisant état des personnes physiques et morales exerçant le commerce. Et à ce moment-là, l'on se demande comment cette inscription se déroule-t-elle. Alors, tout simplement, le registre de commerce est tenu par le greffe du tribunal de commerce. Ce registre est secondé par un registre national qui centralise les renseignements recueillis. Il a pour finalité d'enregistrer et de publier certains renseignements relatifs aux entreprises commerciales à l'attention des tiers. Il peut bien sûr être consulté par tous et donc il vise par conséquent à garantir la sécurité, la transparence dans les relations entre les sujets de droit. Là, il convient de signaler que le registre de commerce produit bel et bien des effets d'inscription. En l'occurrence, pour les personnes physiques, l'immatriculation crée une présomption légale de la qualité de commerçant, c'est-à-dire qu'on présume a fortiori que la personne physique ait d'ores et déjà cette qualité de commerçant. Et là, je précise que cette présomption est irréfragable, c'est-à-dire qu'elle ne peut être ni contredite, ni contestée, néanmoins récusée. Alors, pour ce qui est des personnes morales, l'immatriculation au registre du commerce a un effet très énergique à l'égard des sociétés commerciales, puisque cette immatriculation leur confère la personnalité morale. C'est ce qu'on a évoqué d'ailleurs lors de notre première séance, qui revient à dire que cette fiction conçue par le législateur se matérialise concrètement par l'immatriculation au registre de commerce de l'entreprise comme condition sine qua non pour lui conférer cette personnalité juridique et par ricochet cette existence juridique réelle et palpable. Quant aux obligations comptables qui pèsent sur le commerçant, ils sont imposés par les articles 18 à
26 du Code de commerce. Il s'agit en l'espèce de la tenue d'une comptabilité régulière. Et à cet égard, divers documents doivent être établis par le commerçant qui servent à nous renseigner sur la situation exacte et financière de l'entreprise. Il s'agit évidemment du livre-journal, grand livre, le livre inventaire, le compte résultat que nous allons détailler dans un instant. Alors, pour ce qui est du livre-journal, c'est un document sur lequel on enregistre toutes les opérations quotidiennes. Un commerçant doit tenir au jour le jour l'enregistrement chronologique de tous les mouvements qui affectent le patrimoine de son entreprise. Et l'on parle d'une comptabilité générale. Pour ce qui est du grand livre, à son tour, il permet de classer méthodiquement, selon le plan comptable du commerçant, les écritures portées au livre-journal. Tel est le cas du compte client et des comptes fournisseurs. Quant au livre d'inventaire, c'est un document comptable qui donne un aperçu sur le patrimoine du commerçant. Il doit être tenu tous les 12 mois et il relate par la même occasion et l'actif et le passif. Alors, donnons à présent un bref aperçu sur l'utilité de cette comptabilité. En fait, les livres comptables nous renseignent sur la situation exacte de l'entreprise, du commerçant, qui lui servent à cet effet d'instruments de gestion. Ces livres comptables constituent par conséquent des instruments privilégiés des tiers, et l'on parle et l'on désigne par les tiers les clients, les fournisseurs et les banques sur toujours la situation exacte de l'entreprise. Alors pour ce qui est de la forme de ces documents, il convient de préciser que le greffier du tribunal où est immatriculé le commerçant doit authentifier le livre-journal et le livre-inventaire. Chaque livre reçoit à cet effet un numéro d'identification. Ils doivent être cotés, paraphés au service du tribunal de commerce. Et comme le précise l'article 22, alinéa 3, les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte. Ces livres et pièces justificatives doivent être conservés pour une durée de vie qui est fixée à 10 ans selon les articles 22, alinéa 2 et 26 du Code de commerce. Ceci nous amène à se demander quelle est la valeur probatoire de ces documents comptables. Alors en effet, ces livres peuvent être invoqués en justice avec une certaine force probatoire entre bien sûr commerçants, car ils ne sont pas opposables à un non-commerçant, d'où la nécessité de rappeler qu'en matière commerciale, nous avons bel et bien recours à la liberté des preuves, c'est-à-dire que les preuves peuvent être rapportées par tous les moyens. Donc tous les moyens sont légitimes pour rapporter une preuve en matière commerciale. Alors outre l'immatriculation au registre du commerce et la tenue d'une comptabilité régulière, le commerçant est tenu, en outre, de surcroît, d'ouvrir un compte bancaire tel qu'il est exigé par l'article 18 du Code de commerce qui dispose que tout commerçant, pour les besoins de son commerce, a l'obligation d'ouvrir un compte dans un établissement bancaire ou dans un centre de chèques postaux. Donc les commerçants doivent être titulaires d'un compte bancaire ou d'un compte courant postal. Ils doivent opérer par chèque, lettre de change et virement tous les paiements d'une valeur supérieure à 10 000 dirhams. Donc dès que la valeur excède 10 000 dirhams, il faut nécessairement passer par ces moyens que nous venons de défiler au vu de l'article 306 du Code de commerce. Pour ce qui est
Et donc là, avant de passer à l'obligation fiscale, il y a lieu de préciser que cette obligation sert à diminuer autant que possible la fraude fiscale. Alors, pour reprendre, les obligations fiscales incombant aux commerçants se matérialisent par l'obligation de s'acquitter de l'assiette de l'impôt, c'est-à-dire l'impôt sur les bénéfices, la taxe professionnelle et la TVA. Bon, en relatant les diverses obligations incombant aux commerçants, il convient cette fois-ci de décliner les droits qui lui sont dus. Alors à cet effet, ces droits se résument grosso modo comme suit. Le droit d'être électeur éligible aux tribunaux de commerce, aux chambres de commerce et l'industrie, le droit de se prévaloir de la propriété commerciale, c'est-à-dire de bénéficier du statut des baux commerciaux protégeant leur installation commerciale, le droit d'insérer dans leur contrat une clause compromissoire, telle que nous l'avons définie auparavant lors d'une première séance, ou de déroger aux règles de compétence territoriale des tribunaux. C'est l'exemple qui permet le recours aux soins de l'arbitrage, et le droit de se prévaloir du régime juridique des actes de commerce. Alors, après avoir fait l'inventaire des droits et obligations du commerçant, il s'avère temps de centrer notre intérêt sur les biens du commerçant. En effet, pour se livrer à l'activité choisie par le commerçant, il doit disposer de biens spécifiques que le droit commercial et la pratique commerciale ont conçus exclusivement pour lui, d'où la nécessité d'aborder et d'accorder un intérêt particulier à la notion du fonds de commerce, qui est une notion pivot en la matière. Pour ce, je vous propose de faire un brainstorming autour de cette notion fort importante pour le commerçant. Alors, je procède tout de suite à un brainstorming numérique que j'ai conçu pour vous et pour qu'il soit adapté aux circonstances vécues. Alors, quelles sont les idées qui vous interpellent lorsqu'on évoque la notion du fonds de commerce? Pour ce, il y a lieu tout d'abord de signaler que le fonds de commerce est un outil de travail pour le commerçant, c'est-à-dire qu'il lui sert de support de commercialité. Il est constitué de biens meubles corporels, à savoir le matériel et outillage, la marchandise. Il est constitué aussi d'éléments incorporels nécessaires, et je mets l'accent sur nécessaires à l'exploitation, à son exploitation bien sûr, tels que le non commercial, l'enseigne et le droit au renouvellement du bail commercial. Il est constitué de plus d'éléments obligatoires, et là je précise que ce sont des éléments obligatoires du fonds de commerce, à savoir la clientèle et l'achalandage, comme il convient de préciser que l'immeuble en est bien exclu, donc il ne fait pas partie du fonds de commerce. Alors, l'intérêt du fonds de commerce réside dans le fait qu'il permet, selon la définition qui lui a été vouée par l'article 79, qui a eu le mérite de le définir comme suit. Donc, le fonds de commerce est un bien meuble incorporel constitué par l'ensemble de biens mobiliers affectés à l'exercice d'une ou plusieurs activités commerciales. Et donc cet article ou ces dispositions nous amènent à déduire que l'intérêt
du fonds de commerce réside dans le fait qu'il permet de retenir et de développer une clientèle attirée par le savoir-faire du commerçant, la qualité des marchandises vendues, l'emplacement de l'établissement, l'enseigne, etc. Et l'on passe. Donc, d'où l'utilité de le confronter à des notions voisines, telles que la boutique. Et donc, par rapport à la boutique, il y a lieu de signaler que le fonds de commerce est plus large que la boutique. Il comporte et englobe l'usine, le bureau, le magasin à grande surface et l'atelier. La liste est longue. Lorsqu'on le confronte avec l'immeuble dans lequel il est exploité, donc il s'agit de préciser là que ce sont deux notions à ne pas confondre et qui doivent être dissociées de l'une de l'autre. Et donc, il faut dissocier l'immeuble qu'on appelle par le langage courant ou communément appelé mur et le fonds de commerce. Et donc, pour le fonds de commerce, le commerçant est titulaire. Lorsque le commerçant est titulaire du fonds, il a seulement la qualité de locataire de l'immeuble. C'est-à-dire, c'est l'inverse, c'est plutôt l'inverse. Lorsque le commerçant n'est pas titulaire du fonds, il a seulement cette qualité de locataire de l'immeuble. Et donc, celui-ci, c'est-à-dire l'immeuble, est bel et bien exclu du droit commercial. Le fonds de commerce est d'une nature, retenez-le, d'une nature purement mobilière et demeure distinct de l'immeuble dans lequel il est exploité. Donc après cette brève distinction entre les notions voisines qui peuvent prêter à confusion, il convient de présenter le statut du fonds de commerce. Donc le fonds de commerce est tout d'abord doté d'une unité. Donc c'est un bien unitaire, c'est-à-dire qu'il est différent des éléments qui le composent. Il peut en l'espèce être vendu, apporté en société ou donné en location-gérance ou encore nanti comme un véritable objet de droit. Alors donc nous reviendrons sur ces opérations lors d'une prochaine séance, Inch'Allah. Deuxièmement, il est un bien incorporel, c'est-à-dire même quand il comprend des éléments corporels, il n'est pas susceptible de possession, et la règle au vu de laquelle la possession vaut titre ne lui est pas applicable. C'est un bien meuble, troisièmement, c'est un bien meuble purement meuble car il n'est composé que d'éléments mobiliers et ne comporte jamais d'éléments immobiliers. Ceci nous conduit à préciser que l'exclusion de l'immeuble du fonds de commerce a fait l'objet de beaucoup de controverses qui versent dans le sens que l'immeuble abritant l'activité commerciale est destiné à une vocation commerciale et doit, par la force des choses, être incorporé dans le fonds de commerce. Mais cette allégation n'est pas fondée, ne tient pas debout, vu que le fonds de commerce est exclusivement constitué de biens meubles affectés à l'exercice d'une activité commerciale et donc l'immeuble se voit expressément exclu de la définition accordée par le Code de commerce au fonds de commerce. Donc nous nous contentons de ces éléments de cours et nous reviendrons avec plus de détails lors d'une prochaine séance sur les éléments du fonds de commerce, éventuellement les principaux actes juridiques dont est susceptible le fonds de commerce. Et puisque on s'apprête à accueillir le mois sacré de Ramadan, je vous souhaite d'avance bon Ramadan, restez à l'écoute et à la semaine prochaine, Inch'Allah.